Donc bonjour à tous. Déjà merci à ceux qui étaient à la battle du coup sur Facebook de ce matin. Moi je vais essayer de développer un petit peu une approche qui est notre approche chez My Destination, qui est aussi une approche personnelle d'utilisateur des réseaux sociaux. Ça veut dire que comme c'est une approche, j'ai pas forcément raison sur tout. Vous avez peut-être d'autres avis. Et le deuxième micro sert aussi à exprimer vos propres avis. Donc on essaiera vraiment de se garder du temps à la fin de l'atelier pour essayer d'être aussi sur vos propres retours d'expérience. Même au fur et à mesure des slides, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Donc en deux mots, Sébastien Repetto, fondateur de l'agence My Destination, agence de communication digitale spécialisée dans le tourisme et basée à Bordeaux. Bonjour Sabine. Je vous propose qu'on commence par faire quelques constats. Un petit avant-après de Zouk. Il est vert un peu là, hein, sur la deuxième photo. Hein. Il n'est pas bien. Hein. Pas bien. Déjà, premier constat, c'est de se dire que finalement, la grande époque de Facebook, on peut la considérer comme révolue. Je veux dire, l'âge d'or où on pouvait tout faire facilement, avoir des milliers faire des beaux scores de reach et ce genre de choses. Et on est actuellement sur une... Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà Cambridge Analytica. Il y a eu récemment 50 millions de comptes qui ont été hackés aussi. Ils ont plutôt bien réagi, Facebook. On n'a pas entendu tant que ça parler. Mais clairement, sur du déclaratif, les études ont tendance à dire que les gens ont envie de faire un break avec Facebook. Voilà. Mais quand on regarde un petit peu la réalité des chiffres, on se rend compte que c'est du déclaratif et peut-être un petit peu moins une réalité des choses. Il n'empêche que clairement, les gens ont peut-être plus aujourd'hui conscience qu'ils pouvaient l'avoir avant, que ce qu'on fait sur Facebook, tout ce qu'on fait sur Facebook est vu, pourquoi pas réutilisé à des fins publicitaires. Et clairement, cette vision qu'on pouvait avoir de on est la même personne dans la vraie vie et on est la même personne sur les réseaux sociaux, elle est peut-être plus si vraie que ça. C'est-à-dire que les gens ne sont plus aussi naturels qu'ils pouvaient l'être et plus aussi spontanés qu'ils pouvaient l'être sur Facebook il y a quelque temps qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Ceux qui le sont, c'est les populations les plus de 50, on va dire, qui eux sont très à l'aise, un peu comme s'ils n'avaient plus rien à cacher et qui se sentent à l'aise pour dire ce qu'ils pensent et montrer ce qu'ils aiment. On a une perte de prise de confiance qui se fait vis-à-vis, on a parlé de fake news ce matin notamment, mais il y a aussi, je pense, une problématique avec certains influenceurs qui sont rentrés dans des dérives. Je ne parle pas de la photo de droite où on est sur un placement de produit vraiment qui se voit comme le nez au milieu de la figure et je suis sûr qu'elle n'a même pas touché à son cornetto, la demoiselle. Mais par contre, je vous ai mis à gauche un exemple, vous l'avez certainement vu passer pour certains d'entre vous. S'il y a des fans de télé-réalité, ils connaissent forcément cette personne, Fabien Loeck, c'est ça, je prononce peut-être mal, qui donc a fait un hommage à un ami à lui, aussi candidat de télé-réalité, qui est mort dans un accident de moto. C'est beau de faire un hommage à un ami sur Instagram, on sent qu'il y a de l'engagement personnel et c'est très positif. Il dit qu'il garde le sourire, il a une photo, il a un sourire magnifique, je vous l'ai pas mis. Mais par contre, quand on peut voir... On voit une première partie qui est un hommage et une deuxième partie où il nous explique que grâce à Smiley Beauty, il a les dents blanches et que du coup, ça le rend aussi heureux. Le coût du placement de produit dans l'hommage à son pote qui est mort, il est un peu dur. Donc avant, quand on parlait réseaux sociaux, on disait ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que les gens font plus confiance à leur pairs qu'ils ne font confiance en la publicité. Et on était tous super enthousiastes à l'idée de se dire, en utilisant les réseaux sociaux, finalement, on va pouvoir utiliser ce pouvoir de recommandation de chacun. Et puis aujourd'hui, on a quand même une crise de défiance. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont plus du tout confiance, mais prennent peut-être plus de recul sur ce qui est dit, sur ce qui peut être diffusé sur les réseaux. Et je pense malgré tout que le conversationnel, le fait de parler avec ses clientèles, peut véritablement nous aider
à retisser du lien, à condition de faire preuve d'un discours de vérité, de faire preuve de transparence, pardon, de montrer, de mettre en avant des valeurs. Et ça, pour ça, les réseaux, je pense, restent encore des super outils, mais à condition d'avoir cette approche-là, et pas juste de voir sa page Facebook ou son compte Insta comme je vais juste diffuser un message et espérer qu'il soit le plus vu possible, mais plutôt se dire, c'est aussi des outils où je peux véritablement exposer les valeurs que représente ma destination et développer les histoires que j'ai envie de raconter. Je me souviens, l'année passée, j'avais aussi la chance d'animer un atelier. C'était pas la même heure, c'était à 9 h, c'était pas beaucoup plus facile, parce que c'était le lendemain de la soirée. Et c'est toujours compliqué les ateliers à 9 h. Mais bref, c'était pas le sujet. On parlait du format brut. Format brut qui a été importé donc en France par Brut, avec ses vidéos très orientées social media, avec un format carré, donc multi-device, avec du texte intégré sur de la vidéo, donc plutôt court, donc vraiment qui répond à 100% au code de consommation des réseaux sociaux. Et c'était un format qu'on a tous vu exploser dans nos fils d'actualité. Il y a un moment, on ne voyait plus que ça, parce que finalement, tout le monde s'est mis à faire la même chose. Et finalement, à faire tous la même chose, quelle différenciation? On ne reconnaissait plus finalement qui fait quoi. Les marques se sont accaparées ça, au-delà des médias, etc. Et puis on en arrive, on a fait un peu le tour du format, on l'a surexploité et il devient moins efficace. Enfin, en tout cas, ça peut être un risque. C'est un exemple. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Alors que les choses soient claires, si les community managers de ces deux publications, où j'ai masqué volontairement les pages qu'ils ont publiées, sont dans la salle, ce n'est pas du tout un reproche contre eux. C'est justement deux publications que j'ai sorties dans mon fil d'actualité au moment où je faisais mes slides. Et je trouve que ce soit pour les destinations et pour les marques en général, on a tendance à avoir tous un peu la même approche de CM. On fait un wording assez court. On pose une question rhétorique à laquelle pas grand monde va finalement venir répondre, en principe d'une question rhétorique. On met quelques emojis pour illustrer tout ça, et puis finalement, quelle histoire on raconte, quelle singularité, quel ton je positionne par rapport à ce qui représente ma destination. Voilà, tout ça pour dire que je trouve que parfois, et quand je dis je nous inclus dedans, parce qu'on a aussi parfois cette facilité à écrire des wordings un peu légers, comme ça, où finalement, on n'est pas assez dans le fond de l'histoire, dans le concret. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut réussir à se démarquer, il faut plus travailler son storytelling dans les wordings. Uniformisation des contenus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette vidéo, je vous en ai mis un bout qui ne marche pas du tout. Bon, j'espère que c'est pas ça. Ok, j'espère que ça ne va pas être ça pendant toute parce que j'ai pas mal de vidéos à vous montrer. On va vite être fixé. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. C'est un gars qui est venu compiler un truc assez génial. Tous les endroits, genre la Joconde au Louvre, la Tour Eiffel, Empire State Building, et où finalement on se rend compte que sur Instagram, tout le monde fait la même photo au même endroit. Tout le monde fait absolument la même chose. Bon, je vais passer parce que là, ça ne sert à rien. Vous avez un autre compte qui compile ça, je ne sais pas si vous le suivez, si vous ne le suivez pas, allez-y. InstaRepeat. InstaRepeat, c'est assez génial parce qu'il nous montre voilà, des cadrages, la photo type d'Instagram. Celle qui fait des likes, pourquoi pas, puisque oui, c'est des contenus qui peuvent marcher, mais on n'est pas très original quand on est dans cette démarche-là. Donc je trouve que, comme c'est notre métier, comme on travaille dans le social media, comme on est là aussi pour raconter des histoires, pour faire la promotion de nos destinations, on doit pouvoir réussir à être plus original que ça. Et à mon avis, c'est une bonne base d'aller sur InstaRepeat et de regarder un petit peu les grands classiques et de se dire, allez, on va éviter de rentrer dans cette même approche. Toujours dans les constats, alors pour le coup, mettre un tweet de Kanye West dans des slides, celui-là je ne l'avais pas vu venir. Et en fait, il a tweeté, pourtant il n'est pas forcément super, il n'a pas les idées très au clair, donc je ne sais pas si c'était une bonne idée
de le citer, mais là il a tweeté un truc récent que j'ai trouvé assez intéressant, où en fait il dit pourquoi on se détacherait pas, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en capacité sur les réseaux sociaux d'oublier le nombre de followers, d'oublier le nombre de likes, d'oublier tout ça, et de se reconcentrer sur le fond du message, sur ce qu'on a à dire. En gros, enlever les métriques de followers, c'est juste, sur un réseau social, c'est juste inventer Snapchat. Hein. C'est à peu près ça qui nous dit. Parce que Snapchat, pour le coup, on n'a pas le nombre de followers d'un compte visible. Et c'est là aussi un intérêt qu'on peut trouver à ce réseau-là, c'est que on oublie cette dite influence des métriques et on se reconcentre sur le message qu'on a envie de faire passer. On a tous cette envie de se comparer, de dire tiens, qu'est-ce qu'ils font en face, est-ce qu'on est moins bon, est-ce qu'on est meilleur, etc. C'est important, ça peut être important, mais attention de ne pas tout miser tout le temps sur ça. Les stratégies sont différentes, les budgets sont différents, les moyens sont différents. Ça ne sert à rien de venir se comparer en permanence, ou en tout cas, se comparer, c'est intéressant de lire une certaine approche de comparaison, mais attention de ne pas baser des stratégies sur des comparaisons pour savoir si on est plus ou moins fort que celui qui est en face. Parce que c'est plus ou moins fort sur quoi? Donc si on n'a pas la même strat, ça ne sert à rien de chercher à se comparer dans un classement. Autre constat, non, pardon, on finit les constats et on arrive sur des chiffres. C'est des chiffres que vous pourrez trouver assez facilement en ligne, qui sont des chiffres actuels des socionautes français. On est clairement, donc on a dit, on a une crise de défiance, on a la sensation que l'âge d'or de Facebook est terminé, etc. Et puis quand on regarde les chiffres, un tiers du temps passé en ligne est consacré aux médias sociaux. Certains d'entre vous ont fait la mise à jour d'iOS. Vous avez regardé un peu votre consommation des réseaux? Qui a plus de 6 heures par semaine sur Instagram? Non, ceux qui sont sur iPhone, il y a une mise à jour géniale qui vous donne vraiment le temps passé sur chaque app. Et c'est assez bluffant de voir le temps qu'on passe effectivement sur ces réseaux. Et c'est des réseaux qu'on consomme principalement sur mobile. Donc on est sur 60% des Français aujourd'hui qui sont utilisateurs des réseaux sociaux, ce qui représente 38 millions de personnes. 38 millions de personnes. Facebook, c'est 35 millions d'utilisateurs actifs mensuels français. Donc 35 millions sur 38 millions, en gros, ça veut dire que Facebook a encore un petit peu de marge en France. Ils sont plus que leaders. On est sur une moyenne d'âge actuelle qui est de l'ordre de 42 ans. Donc vous le saviez, clairement, le temps les réseaux sociaux, c'est pour les ados, c'est les plus jeunes, ce temps-là est bien évidemment révolu. On est sur des... Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce que je disais ce matin, pardon, c'est que les tranches d'âge, finalement, les plus âgées sont souvent les plus engagées. C'est celles qui commentent le plus. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez, j'espère que vous le regardez dans vos statistiques de votre page Facebook. Vous pouvez voir donc la répartition des tranches d'âge, de nombre de fans, bon, admettons, mais surtout des audiences atteintes et des personnes engagées. Et en général, on voit que les tranches d'âge les plus âgées sont celles qui engagent le plus avec le contenu. Et donc ça veut dire que sur Facebook, on est quand même très très content de les avoir, ces cibles-là, parce qu'elles participent à la visibilité organique des publications. Bon, là-dessus, voilà, hein, rien de nouveau. Du smartphone, on pourrait presque se dire que 61% finalement. Parce qu'effectivement, ces tranches d'âge peut-être un petit peu plus âgées vont avoir une utilisation des réseaux aussi peut-être un petit peu plus sur ordinateur, mais on sait clairement que le smartphone, c'est le device social media. Pour preuve, les devices qui cartonnent le plus chez les plus jeunes, c'est Snapchat, Instagram, qui n'existent pas ou quasiment pas sur ordinateur, puisque Instagram est une espèce de version qui ne sert pas à grand-chose. Donc on l'a dit, on l'a dit non, puisque c'est le but de cette slide. Donc c'est 2,6 réseaux en moyenne utilisés par Français. Donc clairement, il y en a un, c'est Facebook. Et puis après, les autres vont se répartir autour de
Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, etc. Facebook est clairement le réseau le plus généraliste, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, ça, c'est les données démographiques France, hein, données par Facebook. Donc entre 30 et 35 millions d'utilisateurs actifs mensuels et voilà une répartition par tranche d'âge qui est relativement équilibrée. Et on voit que les 18-24 sont quand même assez présents. On a tendance à dire que c'est des générations qui ont quitté Facebook. C'est quand même pas non plus complètement négligeable. Donc le réseau le plus généraliste, là où Instagram compte que, entre guillemets, 14 millions d'utilisateurs actifs en France. Là, on va venir plutôt toucher une population moins de 35 ans. 20-35 ans, sont clairement les utilisateurs d'Instagram. Et par contre, chez les plus jeunes, chez les moins de 25, eh ben, on est sur du Snapchat, on est sur de YouTube, qui sont vraiment les plateformes qui explosent tout auprès de ces audiences-là. Donc voilà, on en cite 4, il y en aurait d'autres, mais je ne voulais pas non plus passer mon temps à vous parler de stats, de chiffres, puisque le but c'est de parler un peu plus derrière Community Management. La donne, elle a pas mal changé dans nos métiers, dans notre métier déjà du tourisme. On a cette tendance à l'over-tourisme qui s'impose, qui n'est pas forcément nouvelle hein, sur les destinations. Il y a toujours eu une partie un peu réfractaire au développement du tourisme et d'autres qui voyaient ça plus comme une manne économique. Donc voilà. Mais il n'empêche que voilà, il commence à y avoir effectivement c'est un sujet de fond qui nous préoccupe tous en ce moment. On a aussi des surfréquentations de lieux phares, de certaines destinations, et on en parlera après. Instagram est parfois pas totalement étranger à ça. Ça, c'est photos de Santorin, où tout le monde est en train de faire son selfie au coucher de soleil. Au même endroit, au même moment, tout le monde fait la même photo. Donc on reste influençable malgré tout. Instagram, vous l'avez vu probablement passer aussi cette stat, le critère numéro 1 chez les plus jeunes pour leur choix de vacances, le fait que ce soit un lieu instagrammable. Bon, est-ce qu'on doit s'en réjouir? J'en suis pas sûr. La photo de droite, vous savez, c'est les boyfriends des Instagrammeuses qui leur prennent la photo parfaite, mais ils sont 3 là, les uns à côté des autres. Ils sont tous en train de faire la même photo au même moment. Et certains vont vraiment surfer sur cette tendance, puisque Club Med a pas mal communiqué récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur le fait que toutes les nouveaux espaces qu'ils créent, ils essayent d'en faire, voilà, nos architectes dessinent des lieux Instagram, des lieux Instagrammables. Récemment, j'ai vu sortir un article qui parlait de BuzzFeed qui a prévu d'ouvrir un magasin avec toute une première partie avec différentes choses à vendre et la possibilité de rentrer dans des espaces Instagrammables dans lesquels vous pouvez venir faire vos photos, c'est des lieux éphémères qui vont changer, etc. Bon, on est probablement un peu dans un côté très superficiel et je ne suis pas forcément en train de vous dire que tout ça est fantastique, mais en tout cas on est sur une tendance, mais il y a malgré tout peut-être des idées à sortir de ça. J'ai pris un exemple, alors c'est pas pour faire du placement produit, c'est simplement que la Catalogne a une problématique, j'en ai parlé ce matin rapidement. Il y a Barcelone qui subit cette problématique d'over-tourisme, d'Airbnb qui a tout bouleversé, etc. Et du coup, l'idée, c'est de dire, OK, nous, on va communiquer sur les réseaux sociaux, mais ça serait trop facile de communiquer que sur Barcelone. Et surtout, on ne veut pas communiquer sur Barcelone parce qu'on sature à Barcelone. Par contre, on a Tarragone, on a les terres de Lleida, on a les Pyrénées. On a des endroits qui sont très beaux, qui ont de l'intérêt, qui sont même, pourquoi pas, Instagrammables, parce qu'ils sont plutôt sympathiques. Et on va venir mettre en avant, valoriser ces lieux beaucoup plus confidentiels, les montrer sous leur plus beau jour, donc essayer de produire un contenu de qualité pour les valoriser et de faire du storytelling autour de ça. On essaye aussi de venir
dès lors qu'on a de la discussion qui se crée dans les commentaires, de venir justement influencer ces flux touristiques, de leur dire « Ah tiens, vous nous parlez de tel endroit, mais est-ce que vous connaissez cet endroit-là qui est beaucoup moins connu et qui d'après nous, pourrait vous plaire ?» Donc on doit pouvoir aussi aujourd'hui utiliser, et je suis sûr que certains d'entre vous le font déjà, utiliser les réseaux sociaux pour amener des flux touristiques dans des endroits qui sont peut-être moins fréquentés. Et donc venir lutter contre cette problématique, notamment de surfréquentation de lieux touristiques. Autre point, et ça je ne vais pas m'attarder trop là-dessus tout de suite, mais en gros, aller chercher des audiences de masse sur Facebook, c'est aujourd'hui devenu plus compliqué en organique, malgré effectivement toutes les statistiques dont on a parlé ce matin, où on voit que la portée organique a tendance à se stabiliser pour les destinations françaises. Mais malgré tout, c'est devenu peut-être moins simple, et il faut prévoir de plus en plus de budget ads. Et peut-être que ça, d'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être un sujet qui peut peut-être vous intéresser, et je suis preneur de vos retours à ce niveau-là. Nous, notre idée, c'est d'essayer de revoir un peu l'approche stratégique, même s'il s'agit bien évidemment pour chacun d'entre vous d'avoir sa propre stratégie et sa propre vision. Mais on est passé d'un objectif de like de page, ça c'était au tout début, il fallait avoir plein de fans sur Facebook. Après, on s'est dit, tiens, faudrait qu'on ait plein de likes sur nos publications. Nous, aujourd'hui, on se dit, tiens, ça serait cool qu'on ait plein d'interactions significatives sur nos publications. Et je vais rentrer dans le détail sur ce qu'on entend par interaction significative. Dans les interactions significatives, un truc tout bête, qui est synonyme d'une communauté qui fonctionne bien, qui vit bien, et je suis sûr que c'est le cas de plein de personnes dans cette salle, qui gèrent des pages et qui voient leur communauté s'entraider, qui voient leur communauté se conseiller, et où le community manager, finalement, il vient juste un petit peu réorienter les sujets, et il montre, il crée, en fait, il participe à ces discussions, il les génère, pardon, c'est ça que je voulais dire, et ça, je pense que c'est un truc qui est super important, parce que ça crée de la valeur pour la destination, et en plus de ça, par rapport à l'évolution de l'algorithme Facebook dont on va parler, je vais dire 2 mots tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de super positif. Dans les interactions significatives, c'est voilà, des échanges sur l'organisation d'un séjour, sur l'accueil numérique, sur pourquoi pas de la conciergerie. Ça, c'est des choses qui sont super puissantes et on ne peut pas forcément ramener des métriques sur tout ça, si ce n'est calculer un nombre de commentaires, etc. Mais peut-être qu'on doit donner plus d'importance dans nos reporting, quand on discute stratégie avec nos responsables, avec de la direction, quand on doit aller réexpliquer l'importance des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aussi revenir à ce genre de choses et dire ben, on fait du CM de qualité parce que voilà, ça profite directement à notre destination touristique. La valorisation aussi d'expérience client via les commentaires. Nous, quels que soient les sujets sur lesquels on intervient, on essaye toujours de demander aux gens, quand ils nous parlent d'un lieu, est-ce que vous avez pris une photo à cet endroit-là, etc. pour générer du partage de contenu utilisateur directement dans les commentaires et que les personnes atteintes ne voient pas uniquement que la publication initiale de la destination, mais voient aussi tout ce contenu utilisateur qui est partagé, parce qu'il reste de toute façon parfois plus pertinent, plus impactant que celui que nous-mêmes on peut partager. Du coup, être capable d'apporter le bon message à la bonne audience au bon moment, c'est être au clair. Ça peut être des gros basiques de stratégie là dont je reparle, mais je sais que c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément au clair sur tout ça, et pourtant, avant de se dire tiens, je vais aller mettre des budgets ads, c'est est-ce que mon ton est adapté aux cibles que je vais venir atteindre. Est-ce que j'ai véritablement un planning édito dans lequel je suis venu lister un certain nombre de sujets précis qui vont intéresser mes cibles à un certain moment? Est-ce que j'ai prévu un plan de campagne? Et surtout, est-ce que je travaille tout seul? C'était un peu ce qu'on s'est dit ce matin. Est-ce que je travaille tout seul dans mon coin? Je le fais un peu au doigt mouillé? Ou est-ce que j'ai véritablement des réunions stratégiques 2, 3, 4 fois dans l'année avec ma direction pour intégrer véritablement le social media dans la stratégie touristique, qui donc intègre aussi, pourquoi pas, un responsable marketing lorsqu'il est là, qui bien évidemment intègre des community managers, des content managers, des modérateurs, et tout ce petit monde se réunit de façon à avoir une vraie approche stratégique, tout ça bien en amont. L'autre point important, c'est aussi le comité éditorial où toutes les personnes qui sont amenées à bosser sur le social media. Ce matin, on a sondé qui est tout seul sur le social media. Beaucoup de personnes ont levé la main. Oui, mais qui
intervient sur toutes les problématiques de social media, réflexion stratégique, etc. Et de suite, il y avait un petit peu plus de monde. Il faut se réunir, il faut en discuter, il faut en parler. C'est super important de mettre tout ça en commun pour que ça réponde au mieux à la stratégie de la destination. Ça, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais côté réseaux sociaux, il y a 3 phases super importantes, ou 3 approches très importantes de réussite. La première partie, c'est de la créativité, être le plus créatif possible. Ça peut être dans les formats, ça peut être dans les sujets traités, ça peut être dans la rédaction des wordings, dans le storytelling, dans tout ce que vous voulez. D'être créatif. L'intégration technologique, c'est notamment tout ce qui va concerner le pixel Facebook, et ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. Et surtout d'être aussi en capacité, dès lors, surtout qu'on fait des ads et qu'on fait de l'achat média sur les réseaux, d'être en capacité aussi de mesurer. On va rentrer un petit peu plus dans le fond côté Facebook. Déjà, j'en ai parlé ce matin, mais je le redis à nouveau. Quand vous comparez vos stats de 2018 par rapport à celles de 2017, gardez à l'esprit que la façon de comptabiliser le reach par Facebook a complètement changé. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une personne atteinte qui était comptabilisée à partir du moment où un contenu se chargeait dans un fil d'actualité, mais même s'il ressortait en bas du fil d'actualité, et qui n'apparaissait pas, bon, il se chargeait mais il n'apparaissait pas sur l'écran, il était comptabilisé comme une personne atteinte. Alors qu'aujourd'hui, c'est un affichage égale une personne atteinte. Donc quand vous vous dites, ok, mais moi, ma portée organique, elle est plombée, elle a beaucoup baissé, il faut aussi prendre ça en compte. Le fait que la façon de calculer le nombre de personnes atteintes n'est plus la même. Pour les vues de vidéo, c'est du plus de 3 secondes. Et ça, là-dessus, sauf erreur, je ne crois pas qu'il y ait eu d'évolution dans la méthode de calcul. Après, il y a d'autres. En fait, il n'y a pas eu d'évolution sur la métrique de base. C'est-à-dire, là c'est la portée. Avant, on nous disait la portée, c'est ça. Maintenant, on nous dit la portée, c'est ça. Tandis que sur les vues de vidéo, il y a vue de vidéo à 3 secondes, le temps de complétion, donc c'est le pourcentage de vues d'une vidéo, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais la base des métriques n'a pas changé à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure des interactions significatives. Ça a été clairement annoncé par Facebook quand ils ont fait évoluer leur algorithme. En gros, ils ont dit on va donner plus d'importance aux messages des personnes, aux discussions entre les personnes, que aux messages des pages par rapport aux personnes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens discutent entre eux, échangent, voilà, qui est véritablement de l'interaction qui se fasse. Et qu'aujourd'hui, la consommation de trop de pages est une consommation passive, c'est-à-dire je regarde le contenu, mais j'interagis pas ou peu avec. Ils ont ensuite effectivement précisé que, en gros, les pages qui publient des messages auxquels les gens réagissent peu ont une baisse de distribution, là où les pages qui génèrent des interactions significatives, c'est pour ça que j'en parle énormément, donc qui créent de la conversation, et donc du coup, qui ne se contentent pas juste de diffuser un message, mais qui sont véritablement dans de la modération et dans de la discussion, ben elles conservent une bonne portée organique. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, qui ont réussi à garder des bonnes statistiques en organique, c'est aussi parce que vous êtes attentif aussi à la modération, au fait de répondre, ou alors vous avez une communauté qui interagit aussi entre elles et qui se répond, ce qu'on montrait tout à l'heure. Donc du côté des formats, sur Facebook, le tout vidéo est à présent terminé. Je me souviens que l'année passée, sur ce même format, enfin sur l'atelier qui était très orienté sur les contenus, je défendais beaucoup l'idée qu'il fallait partir sur de la vidéo, c'était véritablement ce que mettait en avant Facebook dans les fils d'actualité. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, on n'oublie pas la vidéo, on continue d'en faire, mais peut-être qu'on est plus en capacité de varier les formats et d'essayer de tester différentes choses et de voir comment sa communauté réagit. Les formats, ils sont hyper nombreux sur Facebook. C'est presque dommage de s'en tenir à publier juste une photo ou un album photo. Il y a de la vidéo, bien évidemment, il y a de la 360, il y a le format live, je vais parler aussi d'autres formats après. Les stories aussi, clairement, qui sont le placement sur lequel aujourd'hui, sans parler publicité, mais ne serait-ce qu'en animation de communauté, aujourd'hui, peu de monde, peu de destinations utilisent les Facebook Stories. Pourtant, on peut clairement réussir à atteindre pas mal de personnes avec ça. Sauf que c'est une autre façon de communiquer. Donc, on a essayé de mettre sur un schéma, de faire un lien entre la notion de cycle du voyageur et le format utilisé.
quel format peut être le plus pertinent ou le plus efficace en fonction de l'étape dans laquelle se trouve mon voyageur. Globalement, quand je suis en phase de rêve, donc bien évidemment du rêve au partage, quand je suis en phase de rêve, c'est un moment où je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps sur les contenus qui sont partagés, qui concernent une destination touristique, autre que celle dans laquelle je vis, entre guillemets. Et là, effectivement, les photos, du GIF animé, pourquoi pas des cinémagraphes, c'est des formats qui sont faciles à consommer et qui sont courts. La vidéo verticale, donc le format 9:16, trouvera aussi très bien sa place dans ce format, dans cette phase du rêve, surtout si elle est plutôt courte. Les stories on peut rentrer un petit peu plus dans le détail d'une histoire qu'on a envie de raconter ou de quelque chose qu'on a envie de montrer. Donc on est dans un format qui sera un petit peu plus long en consommation, et ça marche plutôt bien sur une phase de planification. La vidéo 16:9, ou qui va peut-être être un petit peu plus longue, on va peut-être plutôt être sur du 3-4 minutes, peut aujourd'hui trouver sa place sur Facebook. On parlera tout à l'heure de quel endroit elle peut notamment être consommée. Et là, elle marchera bien toujours sur cette approche de planification. À un moment où je suis plus dans une approche de conversion, de réservation, c'est peut-être là que Facebook trouve certaines limites, en tout cas pour l'instant. Un format Facebook Canvas est super efficace. Je ne sais pas si certains d'entre vous, c'est un format qui est plutôt publicitaire, qui ne marche pas vraiment en organique, mais qui est une sorte de mini-site mobile, on verra un petit exemple tout à l'heure, qui permet de venir détailler, par exemple, une offre touristique, mais toujours en essayant d'avoir une approche la plus sociale possible et pas être trop commercial. Ça fonctionne, et ça peut être en lien direct avec votre site web, qui lui, ça peut être une zone tampon en fait, entre du trafic social, où je n'ai pas forcément demandé grand-chose, on est venu me cibler, et un contenu commercial côté site, où là j'ai peut-être des choses à vendre, mais on crée un intermédiaire de façon à ce que ça soit le mieux amené possible. Les formats carousel, le live, moi je trouve que le live il peut être super intéressant. Je suis à 4-5 jours de partir sur la destination, bam, la destination déclenche du live. Je vois un peu les conditions du moment, je vois ce qui se passe. C'est là où ça peut être peut-être le plus impactant. Et puis après, on rentre dans de l'échange, de la discussion qui se passe plutôt côté Messenger quand on est sur place. Et ensuite, le contenu utilisateur devient, voilà, c'est nos visiteurs qui prennent le relais et qui vont venir partager un maximum de contenu. Facebook Watch, qui est donc disponible à présent en France. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu sur pas mal de. Je ne sais pas si c'est disponible chez tout le monde. Tout le monde a accès à Facebook Watch? Qui a accès à Facebook Watch dans la salle? D'accord. Donc Facebook Watch, c'est un nouvel onglet que vous allez voir apparaître si vous mettez à jour votre application. Vous avez des chances quand même de l'avoir. C'est un petit logo qui ressemble très étrangement à un autre. Un petit carré blanc, sauf qu'au lieu qu'il soit un petit triangle blanc, pardon, entouré d'un carré bleu, si on mettait un carré rouge, on comprend à qui ça s'adresse. On est sur de la concurrence frontale à YouTube, dans l'idée de venir consommer plus de vidéos au sein même de Facebook, donc c'est un espace dédié à ça. Facebook lorgne s'intéresse aux notions de consommation de vidéos et cette approche de sortir de la télé et de venir regarder de la télé directement dans Facebook. Il y a des contenus qui sont en train d'être créés par des structures spécifiques qui se positionnent là-dessus. Ils vont créer des web-séries, différentes choses qui vont sortir, qui vont pouvoir être consommées côté Facebook Watch. Et aujourd'hui, par contre, clairement, quand vous vous connectez sur Facebook Watch, vous avez une sélection des meilleures vidéos par rapport aux interactions sociales de vos amis. Et ensuite, vous avez en haut un listing de... J'aurais peut-être pu le... Ouais, c'est bon. Non? Si. Vous avez une première sélection de vidéos qui s'enchaînent. Tiens, c'est marrant, c'est que du brut. Et puis ensuite, quand vous remontez, vous avez en gros les pages que vous êtes allé regarder récemment. Et en naviguant un petit peu dessus, donc voilà, ça vous montre une série de pages. Et lorsque vous en sélectionnez une, ça va vous mettre un flux vidéo directement de cette page. Là, j'ai pris l'exemple de Savoie-Mont-Blanc avec des vidéos qui sont toujours super agréables à regarder.
Et voilà, et on va avoir un enchaînement de toutes les vidéos de la page qui vont apparaître. Donc on disait tout à l'heure, le tout vidéo est terminé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vidéos sur Facebook. Un autre format qui vient de sortir, je ne sais pas si vous l'avez testé, si vous en avez entendu parler, c'est Première. Celui-là, il est sorti en France, il a été développé il y a peut-être 4 jours. C'est un format qui vous permet, en fait, quand c'est la première fois que vous publiez une vidéo sur Facebook, non, quand c'est la première fois que vous publiez une vidéo sur Internet, vous avez la possibilité de sélectionner ce format-là. Et du coup, ça va créer une publication qui va dire telle page a prévu de sortir cette vidéo à telle heure, ça donne un rendez-vous. Comme quand on programme un live, on peut s'abonner de façon à recevoir une notification quand la vidéo va sortir. Et quand la vidéo sort, toutes les personnes qui sont abonnées reçoivent une notif, se connectent et tout le monde va pouvoir regarder le lancement officiel entre guillemets de cette nouvelle vidéo via ce format Première qui reprend les fonctionnalités du live, des Facebook Live. Ça, c'est dispo sur toutes les pages. Vous rentrez ce soir, vous regardez, vous vous connectez et vous y avez accès, c'est sûr et certain. Et c'est un format qui, pour l'avoir testé, se montre assez efficace et permet au moment de sa sortie de toucher effectivement pas mal de monde. Donc voilà, je vous encourage à le tester. Un autre format, alors là c'est une copie écran d'une watch party lancée dans un groupe, mais aujourd'hui l'option est disponible sur certaines pages Facebook. Je ne sais pas si c'est le cas sur les vôtres. C'est la possibilité de venir organiser en fait une séance vidéo avec des amis. On invite un certain nombre d'amis, on leur dit, on invite une vingtaine et on leur dit on va regarder cette série de vidéos en même temps, et du coup ça crée une discussion où les personnes regardent au même moment la même vidéo et vont pouvoir interagir et rebondir directement sur ce qu'ils sont en train de voir. Donc voilà, encore une fois, c'est un format assez ludique qui permet vraiment d'être dans le partage de contenu entre les gens, toujours dans cette idée d'interaction significative, on est toujours dans cette même approche. Donc dans tous les cas, quand Facebook sort un nouveau format, il faut le tester. Autre opportunité créative, on en parlait tout à l'heure, c'est le format story. Quand Facebook a copié les stories pour les amener déjà sur Instagram et ensuite surtout sur Facebook, tout le monde s'est dit bon, story sur Facebook, et ben ils leur donnent tellement de place que clairement et ils viennent de lancer les ads en placement publicitaire dans les stories. Donc s'ils lancent des ads, ça veut dire qu'il y a de l'audience. Donc il y a probablement, avant de faire des ads, commençons déjà par faire de l'organique de qualité à ce niveau-là, et ça veut dire qu'il y a clairement des audiences à aller chercher. Dans les formats, donc essayer de multiplier les formats originaux, j'ai encore repris Savoie Mont Blanc. J'aime beaucoup ce format album photo-vidéo qui n'est pas forcément natif, et il faut bidouiller un peu pour réussir à le mettre en place. Mais vous avez une petite séquence vidéo, presque un plan séquence, presque pas monté, qui montre une partie de l'expérience pour commencer, et ensuite le reste de l'expérience qui se fait dans le cadre d'un album photo, avec un storytelling plutôt cool. Et ça, voilà, c'est des formats qui se dénotent, voilà, qui sortent un petit peu du lot et qui mécaniquement aussi derrière génèrent de l'engagement. Et il y en a d'autres. On pense notamment à la 360 ou au live. Bon, pensez mobile first, voilà, ça c'est voilà. On a le format carré qui a l'avantage d'être multi-device. Aujourd'hui, le format on va dire le plus intermédiaire, enfin le plus polyvalent, pardon, c'est le 4/5e, il marche bien sur Insta, il marche bien sur Facebook. Et si vous avez effectivement des audiences plutôt jeunes, vous pouvez être mobile first et vous dire que vos vidéos, elles auront de toute façon cette approche, et peut-être après faire du 16:9 quand vous êtes sur une vidéo, comme on disait, un petit peu plus longue, où c'est peut-être dommage de venir découper une partie de la vidéo. Les ads. Aujourd'hui, les placements sur Facebook sont hyper nombreux. On en a côté Facebook, sur Instagram, sur Messenger. On a aussi Audience Network ou Workplace. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses. On en parlait ce matin. Avant de partir sur des ads, c'est revenir aux basiques dont on a parlé tout à l'heure sur la stratégie, la réflexion stratégique. Et puis une fois qu'on a bien identifié ses cibles, qu'on est sûr de son ton, qu'on a choisi la bonne histoire à apporter à la bonne personne, on sélectionne effectivement son objectif pour venir effectivement ensuite derrière venir mettre en place des campagnes. Donc là, typiquement, campagne de
notoriété, de destination, d'un format, un format 9/16, vidéo très courte qui fonctionne bien. On n'en attend pas plus, pas beaucoup plus que de faire des vues, à condition que ces vues touchent les bonnes personnes. Là, on rentre dans un contenu, pour le coup, qui sera un petit peu plus poussé. J'ai envie de faire un focus sur un festival, sur ma destination. C'est le format Canvas dont on parlait tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont jamais utilisé, vous allez pouvoir, pourquoi pas, venir détailler un programme. Donc ça sort en publication sponsorisée dans un fil d'actualité. Vous cliquez dessus, vous avez quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Et ensuite, vous pouvez aussi faire du lien vers, pourquoi pas, votre billetterie ou votre site web. Et ça permet d'avoir une approche, de rentrer un petit peu plus dans le détail des contenus. Côté Facebook Ads, alors là, ils ont lancé récemment ce qu'ils appellent les Flight Ads, donc qui concernent principalement, vous l'aurez compris, les compagnies aériennes. Mais il y a une option côté que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est le Trip Consideration. Quand vous créez votre campagne de Facebook Ads, vous avez la possibilité de venir sélectionner cette option. Et c'est quoi le Trip Consideration? C'est que Facebook en fait regarde les consommations d'applications mobiles que vous pouvez avoir ou différentes requêtes que vous avez fait récemment et identifie que vous êtes à un moment où vous êtes plutôt en recherche d'un séjour, en recherche de voyage. Et du coup, en sélectionnant cette option-là, ça vous permet aussi, alors elle ne se suffit pas à elle-même, hein, il faut aussi venir ensuite l'affiner avec les affinités, il faut venir l'affiner avec les tranches d'âge, enfin l'affiner avec votre cible. Mais voilà, une fois que vous avez bien défini vos cibles, vous pouvez sélectionner cette option Trip Consideration qui va vous permettre d'obtenir de bons résultats en ads puisque vous avez touché des personnes si vous êtes en amont de du cycle du voyageur, bien sûr. Ça, c'est le format carousel, du coup. Il y a un truc qui est super important aussi dans les ads. Ce matin, la personne qui est montée sur scène, Julie, je crois, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, elle disait ce qui m'embête sur Facebook, c'est que c'est de la pub, de la pub, de la pub, de la pub, de la pub. Ça peut être effectivement un reproche qu'on peut faire à Facebook, mais c'est aussi peut-être à nous de faire attention dans les wordings, dans les messages qu'on diffuse, à pas avoir une approche justement trop commerciale, trop publicitaire. C'est ça finalement qui peut créer ce frein, cette crainte. Et être vraiment en connivence dans l'expression, c'est-à-dire parler aux gens sur Facebook, même sur de la publicité telle qu'ils s'expriment même sur Facebook. Et pas forcément chercher à leur parler tout de suite de la meilleure offre, de réserver son séjour, etc. Donc là, par exemple, c'est un format carrousel où on vient montrer tous les détails d'un séjour, en fait, les temps forts d'un séjour, mais qui sont présentés sur un format plutôt divertissant, plutôt séduisant. Mais malgré tout, on est quand même en train de parler de séjour et pourtant, on parle pas, il n'y a pas les mots réservation, il n'y a pas les notions de prix, etc. Ensuite, derrière, effectivement, si on clique, on peut arriver sur quelque chose d'un petit peu plus détaillé avec la possibilité de réserver ce genre de choses. On parlait tout à l'heure du pixel Facebook. Ça, c'est un outil vraiment génial. Si vous avez un site web qui fonctionne pas mal, qui fait du trafic, vous installez ce pixel sur votre site et ça va vous permettre derrière de venir recibler des gens qui sont venus sur votre site web. Donc, en ads, bien sûr. Donc, en fait, c'est un cookie. Hein. Tout ça, bien évidemment, dans le respect de la RGPD, on est d'accord. Faut que ça soit transparent, mais vous pouvez venir installer ça sur votre site et du coup ensuite créer des audiences de gens qui sont venus visiter votre site web au cours des 30 derniers jours ou visiter une certaine page de votre site web au cours des 30 derniers jours, 60 derniers jours, 90 derniers jours. Et du coup, vous allez avoir des audiences, vous savez qu'ils sont venus voir cette page, donc après, en fonction du contenu de la page, ça représente un certain nombre de personnes, un potentiel de personnes que du coup vous allez pouvoir recibler via des ads dans Facebook. Donc il peut y avoir une vraie efficacité en utilisant le pixel Facebook. Les ciblages publicitaires sur Facebook, ils sont aujourd'hui super puissants. Il y a notamment cette approche d'audience similaire, c'est la partie de droite qui peut être vraiment intéressante. Par exemple, votre audience de votre pixel, de personnes qui ont visité votre site au cours des 30 derniers jours. Peut-être qu'elle est un peu trop courte, parce que
elle va faire peut-être 1000 personnes, 1500 personnes, c'est peut-être pas assez par rapport à la campagne que vous voulez mettre en place. Bah, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est créer une audience similaire sur la population française, du 1% de la population française qui ressemble le plus aux personnes qui ont visité votre site web au cours des 30 derniers jours. Tranche d'âge, sexe, provenance géographique, catégories socio-professionnelles, etc. Donc ça, c'est pas Facebook ne vous donne pas du tout le détail de tout ça, mais par contre, il vous constitue une audience d'à peu près 300 000 personnes sur laquelle vous allez pouvoir mettre en place des campagnes. Et du coup, c'est des solutions qui permettent véritablement d'avoir de bons résultats en ads. Après, vous pouvez aussi bien évidemment importer, pourquoi pas, votre fichier client, toujours dans un contexte de GRPD, s'il était nécessaire de le rappeler, et pourquoi pas de venir les recibler sur Facebook. Vous avez aussi la possibilité de venir créer des ciblages à partir des interactions sur vos publications, c'est-à-dire définir que sur un certain nombre de publications que vous avez sélectionnées, vous savez qu'elles répondent à traiter d'un certain sujet, et vous avez envie d'amener un contenu un petit peu plus poussé dans un deuxième temps, peut-être un Facebook Canvas qui vient de donner un petit peu plus de détails sur le premier sujet qui a été traité dans les interactions, vous allez pouvoir créer une audience d'interaction et venir lui amener un petit peu plus de détails, notamment voilà, par le biais d'un Canvas par exemple, et donc recibler ces audiences-là via les ads. Créer un tableau de bord personnalisé, ça peut être super fastidieux s'il faut tout rentrer à la main. On s'arrache tous les cheveux quand on fait des exports de data sur Facebook, etc. Heureusement, ils nous ont un peu facilité la tâche aujourd'hui avec la possibilité de sélectionner les indicateurs qu'on a envie qu'on a retenus, qui seront pertinents pour nous, parce que si on exporte tout, c'est assez imbuvable. Nous, on a développé, on a bossé avec un développeur pour utiliser l'API Facebook et l'API Instagram pour faire des tableaux de bord personnalisés pour voilà, tous les clients pour lesquels on bosse, avec une sélection d'indicateurs clés qui répondent à leur stratégie, et ça s'actualise en temps réel. Alors voilà, je ne suis pas là pour vous vendre ma sauce, mais tout ça pour dire qu'il faut faire un suivi de si vous pouvez trouver des solutions pour et surtout le mettre, ce que je voulais dire, c'est le mettre à disposition des autres membres de l'équipe, de votre direction, etc., de façon à ce que ce ne soit pas juste des indicateurs pour vous, pour le CM, mais aussi de montrer l'efficacité de votre job derrière. 2 mots sur Instagram, et le temps passe super vite. Côté algorithme, sur Insta, le temps passé sur une publication est vraiment important et pris en compte dans l'algo. Donc vous savez, le côté Instagram, affichage d'un contenu chronologique, tout ça c'est terminé, hein. C'est un algo qui sélectionne les publications. Et j'aime bien ce que fait Wordels, qui publie peu. Enfin peu, elle a un rythme intéressant, mais c'est pas plusieurs photos par jour, et qui va en général plutôt utiliser un format album ou carrousel selon, donc avec plusieurs photos, et qui va avoir un storytelling super poussé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans des wordings hyper courts, elle met pas 2 mots, un emoji, elle s'en tient à ça, non, elle vient vraiment raconter une histoire. Il faut que cette histoire elle donne envie de cliquer sur lire plus, bien sûr, donc le début de la phrase va être super important, mais du coup on passe du temps en fait sur ces publications, et ça clairement c'est apprécié par l'algo. Et bien évidemment, prendre en compte, l'algo prend aussi en compte les échanges, les interactions, donc le fait de venir modérer en permanence, systématiquement, le plus tôt possible, c'est mieux. Ça aide aussi à la visibilité organique de vos publications. Même les notions de DM, de messages directs sont aussi prises en compte par Instagram pour la qualité de la relation entre vous et un follower. Donc voilà, le petit truc, je vous ai mis la slide de gauche, vous avez ce petit autre en haut à droite. Pensez à checker en permanence quand vous avez quelqu'un qui ne vous suit pas et qui vous envoie un message privé. Souvent, ça vient se mettre dans les autres. Et parfois, on laisse passer pas mal de messages. Et c'est super important de venir les modérer et répondre systématiquement. Côté Instagram, on a vu tout à l'heure un petit peu les dérives où tout le monde a tendance à faire beaucoup ont tendance à faire les mêmes photos. J'aime bien ce que fait JC Pierry, je ne sais pas si certains d'entre vous le suivent, je pense que oui. Il a une approche super créative dans son utilisation d'Instagram.
Par exemple, sur la photo de gauche, en fait, il utilise une app dont j'ai zappé le nom, qui permet en fait de venir animer une photo. C'est-à-dire vous prenez une photo et vous dessinez du mouvement sur un élément. Donc là, en l'occurrence, il a dessiné du mouvement sur les nuages et c'est ce qui fait qu'il a créé ce format cinémagraphe qui sort du lot dans un fil d'actualité. Sur la photo de droite, c'est plus l'utilisation de la fusion, de la GoPro Fusion, où on a effectivement un point de vue qui est inhabituel, avec pas mal de recul. Et donc, essayer d'être le plus créatif possible sur Instagram, c'est aussi une bonne solution pour réussir à se démarquer. Du côté des stories, c'est franchement le moment d'y aller. Parce que les stats de consommation des stories, elles sont super intéressantes. Alors, c'est des stats monde. Pour l'instant, on n'a pas trop de stats France. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est de voir que dans le monde, en fait, les stories les plus utilisées, c'est sur WhatsApp. C'est assez bluffant, parce qu'il existe des stories sur WhatsApp. Ça s'appelle les WhatsApp Status. Et ensuite, on est sur Instagram Stories, 400 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Snapchat, puis Facebook, qui quand même est bien en progression. Et puis l'avantage d'une story créée sur Instagram, c'est que vous pouvez aussi la partager sur votre page Facebook si vous avez lié votre page Facebook. Donc le fait de dupliquer les contenus sur les réseaux, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais là, en l'occurrence, sur les stories, je pense qu'on peut encore se le permettre. Je vous ai mis un extrait, j'espère qu'on va pouvoir bien le voir, ouais, parce que ça c'est vraiment sympa ce qu'ils font. C'est un compte qui s'appelle Entre deux Pôles. Alors vous allez me dire, c'est un peu le classique, c'est couple jeune, plutôt beau gosse qui est parti en tour du monde. Ils ont une approche de l'utilisation des stories que je trouve vraiment géniale. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de blog, c'est pas des blogueurs. Et ce qu'on peut retrouver sur un blog, quand un blogueur vient relater son histoire, son expérience, etc., bah, eux, ils vont le traiter en format story. Et donc, chacune des slides vient faire le déroulé de toute l'aventure qu'ils ont vécue. Alors, eux, ils sont partisans de mettre quand même quelques images en 16:9, donc il faut basculer le téléphone. Ça, à mon avis, il y a quand même quelques limites à ça. Mais du coup, vous avez vu qu'il y a beaucoup de slides, parfois trop. Mais quand on rentre dans un sujet, c'est vraiment passionnant. Et voilà, ils rentrent dans le détail de leur voyage et ils nous racontent véritablement une histoire. Voilà, ils ne sont pas sur un enchaînement de slides avec une photo prise à la va-vite, une intégration de texte et puis je balance ça sur Instagram. Non, c'est très réfléchi. C'est quelle histoire on va venir raconter avec ce format-là en utilisant les différentes fonctionnalités. Est-ce que certains d'entre vous utilisent Instagram TV ou consomment de la vidéo sur Instagram TV? Vous pouvez lever la main. Ça a été annoncé effectivement par Instagram comme quelque chose comme un bouleversement de la consommation de vidéos, etc. Aujourd'hui, on manque de statistiques à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez publié en tant que destination donc Instagram TV, donc c'est une application supplémentaire qui vous permet de publier des vidéos donc en format 9:16 qui peuvent durer jusqu'à 1 heure, donc sur une consommation de la vidéo plus longue. L'intérêt que j'y vois de mon côté, c'est qu'on peut véritablement venir faire du lien entre une story qui peut être le teasing d'une vidéo qui se trouve de son côté sur Instagram TV. Donc vous pouvez avoir une vidéo assez longue sur Instagram TV et faire du lien directement. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous savez que sur Instagram, si vous n'avez pas 10 000 followers, vous ne pouvez pas ajouter de lien sur votre story, mais vous pouvez malgré tout ajouter un lien Instagram TV et du coup inciter les followers à venir en voir un petit peu plus sur ce compte, pourquoi pas. Les stats, c'est un peu plus compliqué sur Instagram parce qu'il n'y a pas d'export natif. On est vraiment obligé de passer par l'app pour venir consulter tout ça. C'est quand même, moi je trouve ça assez intéressant de prendre le temps de venir détailler tout ça, de venir classer ces publications
par commentaire pour voir un petit peu qu'est-ce qui a généré le plus de discussions, essayer de se dire bah tiens, ça c'est un contenu qui a créé beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, donc voilà, et comprendre pourquoi et s'en inspirer pour les contenus suivants. Donc classer un petit peu ces publications par rapport à ça. Aussi, ça peut être aussi vous pouvez aussi le classer par personne atteinte, par impression, etc. Donc ça c'est un truc qui est super intéressant. Et du côté des stories, ça va vous donner aussi les stats d'abandon par slide, c'est-à-dire le moment où votre audience elle a sauté, elle a décroché complètement de votre story. Donc ça peut aussi vous aider à mieux calibrer parfois ou à voir qu'est-ce qui n'a pas plu à votre audience. Et ça, donc on est plus sur des stats qui intéressent les CM derrière le contenu qu'ils vont produire pour être le plus efficace possible. Et je crois qu'on arrive au bout. Dernier truc, je sais pas si vous l'avez créé, vous avez les name tags maintenant sur Instagram, donc vous pouvez créer cette espèce le bon vieux retour au QR code. Certains d'entre vous l'ont créé ? Du coup, vous allez dans l'app, vous pouvez générer un QR code et ensuite, quand vous utilisez le format story, vous avez la possibilité de venir le scanner et du coup de tout de suite venir faire un follow du compte et d'interagir avec. Donc ça peut être un truc intéressant aussi pour donner de la visibilité à votre compte. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ma presse, c'est bien ça. Est-ce que vous avez envie de faire des retours d'expérience, vous, de votre côté? Alors, on a parlé de plein de choses différentes. Peut-être sur le côté des ads ou sur l'utilisation des stories. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de rebondir? Je vous ai assommé. Ouais. Oui. Donc oui, j'utilise les stories sur Instagram, mais pas sur Facebook. Est-ce qu'il y a une différence entre le contenu qu'on doit utiliser dans les stories Instagram et les stories Facebook, ou est-ce qu'on peut mettre les mêmes choses Alors, on peut sélectionner du coup les slides qu'on envoie sur. On peut envoyer qu'une partie des stories d'Instagram dans Facebook, puisqu'on sélectionne à chaque fois d'envoyer ou de ne pas envoyer. En fait, ça dépend un petit peu, on en revient à cette approche de cible, d'audience. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure d'Instagram, on a dit c'est principalement on est moins de 35 ans, une audience plus jeune, donc j'ai un ton qui va être peut-être différent que celui que j'utilise côté Facebook. Pour l'instant, on n'a pas le détail de consommation des âges d'utilisateurs des stories, donc on ne peut pas encore véritablement savoir. Mais moi, j'aurais tendance à dire, faut essayer. Et puis voir comment ça réagit côté Facebook. Et puis voilà, si ça réagit bien, il faut continuer et puis il faut ajuster au fur et à mesure. Ça dépend, à mon avis, c'est pas tant une question de contenu, mais plus une question de qui je touche avec mon contenu et est-ce que le contenu plaît ou pas à mon audience. D'autres tours sur... ouais, vous pouvez passer le micro au fond, s'il vous plaît. Moi, c'était plus une question aussi, plus qu'un retour. Par rapport à la fonction Consideration Trip, je voulais savoir si vous aviez déjà eu des retours d'expérience. Est-ce que c'est mieux, selon vous, que par exemple cibler sur un critère intérêt? Par exemple, pour la ville de Paris, nous, on travaille beaucoup avec le critère intérêt Paris. Enfin, un site touristique, pas la ville de Paris, mais pour cibler les gens qui prévoient un voyage à Paris. Et je voulais savoir si vous aviez des retours là-dessus. On peut combiner les deux? Oui. Après... Pour l'instant, on n'a pas encore testé Consideration Trip. En fait, l'idée, c'est de venir combiner un ciblage, et Thomas serait peut-être mieux placé que moi pour répondre à ça, mais on peut véritablement... ce Consideration Trip, c'est une option qui vient s'ajouter à au ciblage général. Donc en gros, le ciblage affinitaire, par exemple Paris, pourquoi pas, peut être, avec certaines tranches d'âge, on peut venir ajouter cette option-là de façon à s'adresser à des gens qui effectivement sont plutôt dans une phase en amont du séjour. En fait, c'est plus... on sait que parfois les critères de ciblage sur Facebook sont un peu obscurs. Par exemple, intérêt Paris, bon, c'est pas exactement ce que Facebook met dedans. Donc, est-ce que vous êtes satisfait des tests que vous avez faits sur le critère Consideration Trip? Est-ce que vous trouvez que c'est un critère qui est vraiment affinitaire ou pas, selon vous, selon votre expérience?
de là, le comparer avec des campagnes où on ne l'avait pas forcément mis en place, encore une fois, je pense que c'est plutôt à Thomas qu'il faudrait que je passe la parole. Mais dans tous les cas, moi, je pense que si l'option est active, on a plutôt intérêt à l'utiliser. Ouais, c'est surtout que du coup, c'est des gens qui ont déclaré sur Facebook une intention de voyager. Donc, on l'utilise particulièrement dans des campagnes qui vont dans des situations assez avancées dans le cycle du voyageur. Quand on veut faire donc des objectifs de trafic ou des objectifs vraiment informationnels, là, ça va venir effectivement resegmenter les audiences qu'on a déjà l'habitude de travailler sur celles qui ont déjà déclenché une attention ou une volonté de voyager. Et là, c'est vrai que ça nous amène des résultats qui sont un petit peu en amélioration par rapport à ce qu'on peut obtenir ailleurs. Maintenant, voilà, c'est trop en amont dans le cycle du voyageur, c'est pas tout à fait pertinent. Après, le gros avantage de Facebook, c'est la possibilité de faire de l'A/B testing, de créer plusieurs ensembles de publicités, l'un avec, l'un sans, etc. Budget égal et de mettre en comparaison. Et je pense que ça, voilà, faut tester, c'est comme tout. Est-ce qu'il y a d'autres retours ou d'autres réactions? Vous êtes sûr? Vous avez tous envie de passer à la soirée? Allez, avant de vous lâcher, juste je vous dis un dernier truc. On renouvelle ce qu'on a mis en place l'année dernière. On fait gagner un Facebook Live à une destination touristique pendant les ET. Facebook Live filmé depuis un drone. Pour participer, c'est pas compliqué. Vous allez sur la page Facebook, il y a une petite publication. Vous nous dites quelle histoire vous voulez qu'on vienne shooter chez vous en live. Vous nous dites en 2 mots quel est le sujet que vous voulez qu'on vienne shooter en live. On sélectionne ça, on donne la réponse vendredi à midi. L'année dernière, c'est le Pays Basque qui a gagné. On a fait un live sur la Rune. Facebook Live Drone sur la Rune, si vous voulez participer, c'est sur Facebook que ça se passe. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain. Je pense qu'on va le reposer demain. Ouais, donc en fait, tu sais, c'est une option dans les ensembles.